Tout le monde, bienvenue sur cette chaîne YouTube et sur ce nouveau format sous forme d'émission avec des interviews, des invités. On va explorer tout ce qu'il y a de paranormal dans des vies normales. En clair, nous allons interviewer des personnes qui travaillent dans le milieu de l'holistique, de l'ésotérisme, et nous allons échanger sur leur point de vue en discutant simplement avec eux. Toi, si tu travailles dans ce milieu et que tu veux participer à cette émission, je t'invite à laisser un commentaire, à t'abonner ou à nous envoyer un mail sur l'adresse mail qui est dans le descriptif. Les présentations sont faites. Pour cette grande première, nous allons accueillir Jimmy. Jim est un accompagnateur d'âme, qu'elle soit incarnée ou pas. Il est entre autres médium, passeur d'âme, avec des capacités médiumniques, etc., etc. Et je vous invite à le découvrir. Donc, bonjour tout le monde, voici Jimmy. Bonjour. Alors, j'ai quelques questions pour toi pour cette première émission. En sachant qu'il y en aura d'autres dans le lot où tu co-animeras. Oui, bien sûr, avec plaisir. La première, comment tu as découvert tes capacités? Alors, ça a vraiment commencé par des petits trucs. C'était du style de quand je croisais des gens, je ressentais des choses vis-à-vis d'eux. Après, je leur en parlais. Après, ça peut être des, euh, des choses très légères au début. Hein. Ça peut être euh, de sentir quand ils allaient pas bien, quand ils étaient en colère, quand ils étaient, voilà, leurs émotions surtout en particulier. Et après, quelques années après, ça a été de pouvoir voir des choses que normalement on ne voit pas tous les jours. Après, ça s'est accentué avec le temps. C'est surtout quand on accepte, entre guillemets, de continuer à voir ces choses-là et essayer de les ressentir, qui font que ça s'accentue ou que ça se développe, comme on veut. Ok, mais du coup, à quel âge à peu près tu t'es rendu compte que ça avait trop d'importance et que tu ne pouvais pas le laisser de côté et faire comme si ça n'existait pas? À partir de... Ouais, ça fait pas très longtemps, hein, ça fait... je devais avoir 34 ans, donc quelque chose comme ça. Ouais, 33, 34 ans. Ok, donc ça, c'est l'âge auquel tu t'es dit, je dois vivre avec. Est-ce qu'il y a Voilà. eu un âge plus jeune où ça s'est développé? Parce qu'on dit souvent que les jeunes enfants jusqu'à 7, 8, 10 ans ont toutes les capacités d'ouvertes et après ça s'arrête. À quel moment ça s'est redébloqué ou est-ce que ça s'est jamais fermé en fait? Ça s'est jamais fermé, c'était juste que je faisais comme si de rien n'était, du moins. Du moins, j'essayais. Donc t'en parlais plus à personne en fait. Okay. Ah, bah, on ne peut pas se être compris, entendu, enfin, c'est compliqué. Et qu'est-ce qui t'a fait, alors au-delà de l'âge, quel événement a fait que tu t'es dit, bah, en fait, c'est ça ma vie, j'ai pas le choix? Euh, c'est simple, à partir du moment où je me suis rendu compte que ce que je pouvais ressentir ou voir, ça pouvait aussi permettre à certaines personnes de pouvoir avancer, évoluer, ou je sais pas, ça pouvait servir aux autres, surtout. Ça pouvait Euh, avoir un impact positif. voilà, c'est ça. Ça pouvait aider les gens à débloquer certaines situations ou accepter certaines choses aussi. Donc il n'y a pas eu d'événement marquant, c'est juste quand toi, tu t'es senti assez, comment dire, assez mature pour balancer ces infos-là? Ou il y a eu vraiment un moment précis? Il y a eu, alors, vraiment où certaines capacités étaient déjà là. Après, d'autres sont apparues. Quand j'ai eu un accident il y a quelques années, où pendant quelques secondes, j'étais plus là. Et là, oui, ça a accentué certaines choses, ça en a développé d'autres.
Et c'est à partir de ce moment-là où peut-être on commence à se poser la question de se dire bah, finalement, t'es pas totalement barge, mais il faut aussi se dire qu'est-ce qu'on fait de ça? Et puis au final, bon, ben, sur mes 34 ans, j'ai commencé à me dire, bon, ok, peut-être le mettre au service des autres parce que à moi, bon, ça m'apporte pas grand-chose au quotidien. Enfin, ça nous apporte pas grand-chose à nous au quotidien. Des fois, ça nous amène plus de complications dans notre quotidien qu'autre chose. Mais ça peut aider d'autres personnes qui en ont besoin. Ouais, je comprends. Je comprends. Mais t'avais quel âge quand t'as eu ton EMI? Alors, l'EMI, pour ceux qui savent pas, c'est ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Tous ceux qui sont passés par là relatent après avoir vraiment développé des ressentis différents. Et du coup, il s'est passé combien de temps entre ton accident et tes 34 ans où tu t'es dit je vais rendre ça utile aux autres? J'ai passé 10 ans Ah avant oui, que quand ça. même. Parce que j'étais vraiment en dualité, parce que j'apprenais à comprendre ce qui se passait, j'apprenais surtout à essayer de maîtriser, et à essayer de me dire euh, qu'est-ce que c'est, pourquoi et qu'est-ce que je dois faire avec ça. Alors, je pense qu'il y a des personnes qui mettent encore plus de temps à faire ce chemin-là et à accepter surtout ces choses-là parce que c'est pas forcément euh, le plus simple à faire. Oui, c'est propre à chacun. Après, il n'y a pas de, il n'y avait pas de jugement négatif dans tout ça. C'est que je m'attendais pas à ce que ce soit. Mais oui, après, je comprends parfaitement que les premières réactions soient ceux de la raison et du mental en se disant il faut que je comprenne comment ça fonctionne, que je plus que énergétique. En fait, c'est le cerveau qui prend le dessus. C'est ça. Euh, quel a été bon, du coup, j'avais noté, est-ce qu'il y a un élément paranormal dans ta vie qui t'a fait basculer, le côté obscur de la force, qui t'a fait basculer dans je dois développer ça comme étant ma vie principale. Parce il y a plein de gens qui ont des capacités, qui l'utilisent pour eux au quotidien et qui en font pas leur profession ou qui ne l'utilisent pas toute la journée et pour qui ça reste relativement centré et petit, enfin, en espèce de, comment dire, petit dans le sens géographique, c'est-à-dire ça gravite autour d'eux, leurs personnes proches, mais pas forcément à qui veut l'atteindre. Tu vois. Donc, est-ce qu'il s'est passé un truc pour que tu te dises, enfin, le truc le plus marquant pour que tu te dises, bah, stop, je peux pas faire autre chose, il faut que ma vie soit ça. Je pense que c'était il y a pas, enfin, il y a pas si longtemps que ça, mais euh, c'était quand j'ai vraiment pu me rendre compte que ce que j'avais, bon, bah, c'était réel et qu'il fallait que je fasse avec. C'était surtout de pouvoir dire, quand j'ai bossé en maison de retraite, de pouvoir dire, tiens, il y a telle personne qui va mourir, machin, et bon, ces personnes-là mourraient malheureusement pour elles. De pouvoir te dire que tu arrives à savoir que telle ou telle personne va mourir à tel moment. C'est là où tu te dis, bon, ok, c'est bien beau, mais j'aimerais plutôt développer d'autres choses. Et c'est là où je me suis dit, bon, il faut peut-être, après aujourd'hui, dire tous les jours un petit peu quand tu fais des soins ou etc., où tu te rends compte que euh, les, que ça marche, entre guillemets, parce que tu te dis, parce que tu peux te dire, dans ta tête, je suis telle chose, enfin, je suis magnétiseur, je suis coupeur de feu, je suis ce que tu veux. Euh, tu le réalises pas vraiment, enfin, tu le réalises que quand vraiment tu te rends compte des résultats. Parce qu'une fois, tu te dis, OK, bon, c'est le hasard. Deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, là, tu peux te dire, oui, en effet, bon, ça, maintenant, j'en suis convaincu, c'est ça. Donc, je pense que c'est le fait de réaliser que les choses marchent qui font que tu te dis que tu dois travailler. Donc, c'est le temps d'arrêter de douter de toi, en fait. Ça.
Et je pense qu'on doutera de nous, et heureusement qu'on doute quelque part. Ça fait partie du chemin. Puis à chaque étape, enfin, de ce que j'en pense moi, à chaque étape d'éveil spirituel, parce qu'on continue à vivre des steps, machin, on remet tout en question et c'est parfaitement normal. Euh, du coup, est-ce qu'il y a eu une chose surnaturelle qui t'a marqué plus que les autres, que ce soit ça ou pas qui ait déclenché quelque chose, mais vraiment l'événement paranormal le plus marquant dans une vie normale, entre guillemets. Hum, L'événement le plus marquant, parce que bon, il y en a eu quand même. Alors, lequel? J'imagine. C'était pas vraiment à moi que ça arrivait en plus, parce que finalement, je dirais que c'est ma mère adoptive qui m'a mis vraiment dans ce bain et de se dire que ces choses-là, elles existent quand tu as une personne qui est jamais venue chez toi, qui arrive à te décrire trait pour trait certaines personnes qui vivent sous ton toit, quelques pièces de la maison, et elle te dit, ah bah, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Et c'est là où tu te dis, ouais, il y a quand même des trucs. Bon, puis après, il peut y avoir aussi quand tu entends certains esprits te parler, enfin, ouais, il y a tellement de choses qu'on pourrait citer que je pense pas qu'on puisse s'en choisir un en particulier. Je me dis que c'est tous ces petits événements cumulés qui font que j'en suis certainement là aujourd'hui. Ok. Donc, il n'y a rien eu de particulièrement marquant dans cette vie spirituelle. Moi, tout c'était marquant en fait. Ouais. C'est Ok, je comprends. Ça marche. Euh, Au quotidien, qu'est-ce que tu en tires de positif? Qu'est-ce que ça t'apporte à toi de travailler tes capacités surnaturelles et d'en faire ton travail et ton quotidien? Est-ce que ça t'apporte quelque chose ou est-ce que c'est plus bah, t'as pas le choix et ça te dessert de pas le faire? euh, ça, c'est Ou les deux d'ailleurs. une question intéressante. Euh, ça, ça sert parce que, enfin, pour moi, ça m'a servi surtout à mieux me comprendre, en fait, à mieux à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi, de mieux essayer de gérer certaines réactions, certaines façons de penser. Parce que pour faire ce qu'on fait, euh, il faut apprendre à essayer d'équilibrer au mieux notre personnalité. Parce que tu peux pas conseiller les autres ou guider les autres si à l'intérieur, t'as pas réussi à régler certaines choses. Donc ça m'a surtout appris à lâcher prise sur certaines choses du passé qui pour moi, bon, malheureusement, enfin, elles sont restées là pendant des années. Aujourd'hui, bon, je me dis qu'elles ne me servent plus à rien de les tenir accrochées. Et ça permet aussi de pouvoir, en dehors des capacités qu'on puisse avoir, etc., ça nous permet aussi de mieux comprendre euh, les personnes qu'on a en face. Parce qu'on a peut-être traversé les mêmes choses que certains. On a aussi, et je pense que nos capacités, elles se développent de plus en plus quand tu finis par accepter à renoncer à certaines choses du passé, ce qui peut te Ok. freiner. Du Euh, coup, ça t'apporte quoi concrètement? Enfin, concrètement. On ne veut pas parler de concret avec l'holistique, mais ça t'apporte quoi au quotidien? Ça te nourrit en quoi? Et pourquoi tu ferais pas autre chose aujourd'hui? Parce que aujourd'hui, parce que de base, je suis quelqu'un qui est fait pour travailler avec l'humain. Pour certaines raisons perso, je peux plus faire ce que je faisais. Et aujourd'hui, grâce aux capacités qu'on m'a données, je peux continuer à faire ce que je faisais d'une autre façon. Et chacun y trouve son compte, que ce soit autant les personnes que j'aide que moi, parce que j'ai la satisfaction d'avoir pu aider quelqu'un à avancer, à trouver des clés pour arranger les choses.
Euh, et inversement, même si indirectement je peux aider certaines âmes qui ont besoin de réponses à passer de l'autre côté, c'est pour moi, je vais, j'aime pas ce mot satisfaction, mais c'est vraiment, c'est apaisant. Voilà. C'est pas un gros mot, satisfaction personnelle. Mais en fait, c'est intéressant de voir que tes capacités avaient un lien avec ta personnalité. En gros, ça faisait vraiment déjà partie de toi de venir en aide aux autres et que c'est vraiment pour ça que j'ai l'impression que tu n'as pas trop eu le choix que d'aller vers ça. On t'a fait voir de façon assez violente que ça existait, que c'était réel. Et le fait que ce soit aligné à ta personnalité, pour moi, c'est fort, en fait. C'est vraiment de se dire que on peut avoir parfaitement conscience de qui on est et quand même se laisser aller dans un monde qui paraît surnaturel, dans C'est lequel certains ont peur de se perdre. c'est un peu ça. Après, euh, je pense qu'il faut aussi avoir ce recul parce que en se disant que j'ai fait un peu ce constat en me rendant compte que beaucoup de personnes qui ont ces capacités, qui vivent un peu ce qu'on vit, ont eu des vies un petit peu chahutées, on va dire. Euh, et c'est vrai que euh, j'ai rarement eu, ou peut-être que ça existe, hein, bien sûr que je pense, mais la grosse majorité des personnes qui ont ces capacités ont dû passer par des épreuves plus ou moins compliquées. Euh, Peut-être que je me dis qu'on doit passer par là pour mieux accepter par la suite. C'est un peu bizarre comme raisonnement peut-être, mais pour avoir discuté avec d'autres personnes qui ont des capacités, etc., et un peu connaître leur parcours de vie, je me dis que c'est quand même un constat plus ou moins établi. Oui. Bon, pour ceux qui regarderont cette vidéo et qui ne nous connaissent pas, il faut savoir qu'effectivement, on se connaît dans nos vies privées et qu'on a des cercles holistiques différents. On a évolué dans des environnements. On a évolué dans des environnements différents. Mais pour autant, tous ceux avec qui on travaille ou on partage nos expériences, on a tous vécu des choses très marquantes qui font que on n'a pas eu le choix, en fait, quelque part, euh, d'accepter cette vie-là pour ce qu'elle est. Mais on a tous un trait commun, c'est on avait tous une personnalité tournée vers l'humain. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Je confirme. Après, je pense que pour nous, c'est pas facile déjà pour nous de travailler, enfin, de, de- oui, d'accepter, de travailler nos capacités. Je pense que pour les gens qui vivent avec nous, c'est encore moins évident. C'est pas faux. Surtout surtout quand avant de nous rencontrer, ils ne croyaient en absolument rien. Voilà, c'est ça. C'est compliqué. Après, c'est sûr que bon, il faut qu'ils acceptent. Après, ça peut être un soutien très important. C'est vrai. Ma question suivante, je sais qu'elle va te fâcher un peu parce que tu n'aimes pas trop mettre des étiquettes ou des cases. Est-ce que tu définis la limite de tes capacités? Cette question, en effet, elle a tendance à me. Voilà. Après, C'est les gens dans le... je pense que c'est important de pouvoir. Pour certaines personnes, ça ne l'est pas, de se ranger dans une catégorie ou dans une case. Euh, pour moi, ça a été important parce que ça m'a permis, moi, de me dire, OK, c'est sur ce modèle-là que je peux me caser ou me centrer. Parce que bon, pour avoir été consulté des personnes qui m'ont dit, bon, tu peux te ranger dans la case des chamans, même si je ne suis pas. Alors, parce que bon, il faut recadrer les choses. Hein, il y a
historique des chamans, etc. Les chamans modernes, ça n'a rien à voir avec les chamans de l'époque amérindienne ou de Mongolie. Euh, Tu passes pas ta journée enfermée dans une hutte à fumer des herbes hallucinogènes. Exactement, voilà, c'est ça. Je pense que c'est aussi important euh, parce que c'est vrai qu'on garde cette image-là, mais après, le chaman moderne, on n'est plus du tout sur ce registre-là. On vit comme tout le monde et on fait, voilà. Mais pour moi, ça a été intéressant parce que de me caler là-dessus, parce que avec mes capacités, j'avais vraiment besoin de m'identifier à quelque chose. Après, je sais que certaines personnes n'ont pas forcément besoin de ça, mais pour moi, ça, c'est important pour évoluer. Je suis assez d'accord avec toi. C'est pas important de se caser, enfin de se ranger dans une case en disant je suis comme ça et en, en restant dans ce cadre prédéfini. Par contre, c'est important de savoir vers quoi on tend et quel est l'univers qui se rapproche le plus du nôtre pour pouvoir bah, continuer à évoluer, continuer à apprendre et, euh, et pouvoir en fait se rapprocher de gens qui vont nous aider à passer certaines capacités et inversement. T'as un clown qui est en train de passer devant toi. Il y en a un qui fait l'andouille pour te détourner de. Oh, je te laisse deviner qui va. Oh, je crois que je la connais bien. Oui, tu la connais bien. Oui. Non, après, je vois de quoi tu. Mais après, oui, c'est important d'être. Euh, de... tant- En fait, je pars du principe qu'à partir du moment où la personne arrive à évoluer sans forcément se mettre dans une case, c'est très bien. Après, Ouais, mais il faut s'apprendre pour évoluer sans se mettre dans. Enfin, là, c'est plus que. Enfin, c'est pas se mettre dans une case, c'est savoir vers quoi on tend pour s'apprendre. ouais, c'est ça. Parce Ouais, qu'après, mais il y en a pour qui il faut un cadre et il faut une case, machin, et c'est OK, on est d'accord avec ça. C'est pas notre façon de fonctionner, mais on comprend parfaitement que ça arrive. Par contre, même pour ceux qui n'ont pas envie de ranger dans des cases, bah, on avait aussi un petit peu envie de dire que il faut quand même pas tout rejeter en bloc parce que pour apprendre et continuer à se développer, bah, il faut se connaître le mieux possible et savoir vers quoi on se rapproche le plus. C'est quand même super intéressant. exactement. J'aimerais que tu me racontes ce que c'est une journée type dans la vie d'un médium. Parce on peut mettre ce mot-là pour toi. Médium, c'est OK. Ça me pose pas de soucis. Euh, la journée type d'un médium. Alors, bon, c'est un peu. Ça va être très variable hein, selon les journées. Après, et tout dépend comment tu vas te lever surtout. Parce que les humeurs, il faut pas croire, hein, ça joue aussi sur nos capacités. Ça nous affecte d'une façon ou d'une autre. Mais on va dire que en général, euh, je suis pas quelqu'un de très discipliné pour le coup, où il faudrait en effet le matin se faire une petite protection pour la journée, toutes ces choses-là qui peuvent nous permettre de passer une journée plus ou moins euh, facile. Une journée plus facile que d'autres, hein, selon les lieux où on va, etc. Mais pour moi, j'ai décidé, entre guillemets, de pas forcément euh, me protéger selon certaines choses, parce que pour moi, le meilleur moyen de comprendre, alors je me protège dans certaines situations, hein, je le fais pas, voilà, mais ça me permet de pouvoir aussi ressentir les choses à 200%, ne pas faire du juste de l'à peu près. Parce que pour moi, pour mieux comprendre une personne et mieux comprendre ce qu'elle ressent et pouvoir être le plus proche possible de ce qu'elle peut ressentir, il faut baisser les barrières un petit peu et lui euh, et de donner le maximum possible. Après, euh, par exemple, si je fais mes live TikTok, bon, j'ai quelques petites choses pour me protéger, donc j'ai pas besoin de me faire
de bulles de protection, ou etc. Donc voilà. Mais dans certains cas, pour les consultations, c'est intéressant aussi de ne pas mettre forcément de barrière. Après, une journée type, bon, euh, toute la journée, de toute façon, je pense que tu vis plein de choses, en fait. Donc, ça peut être autant quand tu vas faire les courses que tu tombes sur telle personne, tu vas ressentir telle personne. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Après, c'est les gens qui t'envoient des messages pour te demander des conseils sur tel ou tel truc. Enfin, je pense que tu passes ta journée, en fait, finalement, euh, à donner aux autres, finalement. En fait, ce qu'il faut. Bon, je vais en retenir deux choses. C'est que euh, la première, c'est se surprotéger, c'est s'empêcher de ressentir et d'être pleinement efficace. Et là-dessus, je suis parfaitement d'accord. Quand je reçois un rendez-vous, je pose pas de bulle de protection tant que je suis dans l'échange avec la personne. S'il faut faire d'autres choses derrière, ok, on va les protéger avant de s'attaquer à un truc. Là-dessus, je suis parfaitement d'accord. Après, sur la deuxième chose que je retiens, c'est qu'en fait, tu n'as pas de. T'es pas hyper organisé, t'as pas besoin de telle heure à telle heure, je me concentre sur un truc pour pouvoir tout gérer. En fait, tu laisses venir le flux des trucs. Ça. Et après, parce que le truc, c'est que c'est pas euh, en fait, pour moi, me mettre dans une routine, je me dis que ça va plus me freiner qu'autre chose pour moi. Après, je sais que tu as d'autres personnes, d'autres pratiquants qui, eux, ont besoin de leur routine, etc., parce que c'est dans leur cheminement et qu'ils ont cette façon de faire qui leur convient. Et ça, c'est très bien. C'est pour ça que quand on me demande sur les lives ou etc., telle ou telle chose, je leur dis, c'est ma façon de faire. Ce sera peut-être pas la tienne, peut-être qu'elle n'est pas adaptée. Donc, fais comme toi tu le sens et si ça te convient, dis. C'est parce que je pense que pour mieux, pour évoluer et pour comprendre tes capacités, les développer, il faut que tu trouves le truc qui fera que ça va marcher avec toi. Parce que de toute façon, il n'y a pas de mode d'emploi. Non, puis dans tous les cas, là-dessus, on est extrêmement différents. Moi, pour le coup, euh, j'avais beaucoup de mal avec la discipline aussi, et je me suis rendu compte que si je faisais pas, alors moi ma méditation avec ma bulle de protection, je la fais le soir pour 24 heures, mais après c'est propre à chacun aussi. Et si je le fais pas pendant un certain temps, bah je tombe malade, je suis hyper fatiguée. En fait, j'ai besoin de cette routine-là moi pour cadrer les énergies parce que sinon euh, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Je donne trop. Donc, j'ai besoin, moi, par exemple, de laisser des tranches où, bah non, je vais complètement fermer parce que j'ai besoin de me ressourcer. Mais je comprends parfaitement que il faut, à mon sens, il faut se laisser essayer les différents modèles et voir celui dans lequel on tient le plus longtemps de façon la plus satisfaisante pour notre propre santé. Ça, exactement. Comment est-ce que ton entourage proche voit ton travail? Alors, on se connaît, moi je sais, mais pour ceux qui regarderont la vidéo, pour comprendre comment on peut faire accepter. Parce que on vit dans un monde de réseaux sociaux où la communication est plus facile sur ce domaine-là, en tout cas, à mon sentiment, est plus facile avec des gens qu'on ne connaît pas qu'avec des gens qui nous connaissent dans la vraie vie. Du coup, Ah, comment passer les choses pour toi? Se sont passées. euh, alors, euh, bon, pour ma compagne, mes belles-filles, etc., c'est pas, ça, enfin, ça n'a pas été bien difficile parce que, bon, elle baignait un petit peu là-dedans déjà avant, voilà. Après, peut-être une où elle était un peu sceptique parce que, bon, elle écoutait ce que je lui disais, mais sans vraiment y prêter plus attention que ça. Ou parfois, il faut leur mettre du concret devant les yeux, enfin devant les yeux, ou leur dire des choses concrètes qui font que. Après, une fois que c'est accepté,
c'est important qu'il soit là parce que des fois, tu peux pas toujours tout dire aux autres. Donc, du coup, tu décharges, enfin, entre guillemets, tu leur dis les choses, après, ils en font ce qu'ils veulent. Mais pour nous, c'est important de pouvoir avoir une personne qui t'écoute quand tu peux pas évacuer. Après, enfin, on va tomber sur des personnes aussi qui seront pas du tout ouvertes et peut-être qui se retireront. Mais bon, ça, enfin, je pense qu'à partir du moment où on doit laisser aussi aux gens euh, le truc, ce truc qu'ils acceptent ou qu'ils acceptent pas, parce que c'est pas forcément facile aussi de se dire, tiens, il y a lui, il voit des trucs ou il entend des trucs ou peu importe ce qu'il fait. Euh, mais après, je me rends compte que au fur et à mesure qu'une fois que les personnes ont accepté ce genre de choses, pour eux, c'est presque un truc lambda. Genre, voilà, tu vois. Quand tu parles d'acceptation, ça veut dire une fois que tu leur as prouvé que c'était réel ou vraiment une fois qu'ils ont accepté qu'ils y croient ou qu'ils y croient pas, c'est là, ça fait partie de toi et voilà, vous en parlez pas. Où il faut vraiment passer par la partie où il faut prouver que ce qu'on dit, ce qu'on vit, ce qu'on ressent, c'est bien réel. Ça va dépendre de ton interlocuteur, en fait, je pense, parce que tu as des personnes qui sont naturellement ouvertes d'esprit, tu en as d'autres qui sont un peu plus sceptiques. Donc, tu auras plus, entre guillemets, à montrer à une personne qui est sceptique à 300% qu'une personne qui va être plus ouverte, entre guillemets, à ce genre de choses. Après, c'est important aussi de se dire que euh, tu peux pas convaincre tout le monde ou même essayer de convaincre les gens. Mais une fois que c'est fait, comme on parlait d'acceptation, tu te rends compte que les gens ont tendance à t'appeler après pour te dire, ah bah tiens, j'ai telle personne qui a ça, j'ai telle personne qui a ça, ou même pour une personne qui était sceptique, qui t'appelle et qui te dit, bon, bah, finalement, il y a ça qui m'arrive, est-ce que, voilà. Ouais, est-ce que tu penses que tu peux avoir dans ton cercle d'amis des gens qui ne croient en rien de ce que tu vis, mais qui restent tes amis et vous pouvez avoir euh, en fait une vie sans ça, ou est-ce que ça fait partie intégrante de ta vie et que bah, à partir du moment où c'est pas rentré comme acté dans la tête des gens, en fait, tu peux pas avoir de soirée normale avec des gens qui ne te croient pas, ou est-ce qu'il faut forcément enfin, Euh, Tu peux faire, je pense que tu peux très bien passer des soirées avec des personnes qui n'y croient pas du tout ou qui ne croient pas du tout à ce que tu vis, à ce que parce que à la limite, t'en parles pas et puis voilà, tu passes à autre chose. Après, il faut peut-être, si tu veux pas que ça se transforme en soirée débat et avec toi au milieu, il vaut mieux éviter d'inviter ceux qui y croient et qui ont vu en face de ceux qui ne croient pas et n'ont pas vu. mais du coup, ton cercle d'amis proches ou de famille avec lequel tu passes du temps, ce sera plus naturellement ceux qui te croient que ceux qui te croient pas. Sûr. Euh, on se sentira plus à l'aise, moins observé, on va dire. Et puis bon, avec une personne qui potentiellement est en train de se dire, lui, il me raconte des mythos, machin truc, enfin voilà quoi. Après que tu lui ai raconté ça, euh, son opinion sur toi enfin, va changer. On sera plus sur la même dynamique ou euh, le même équilibre. Sans arrêt jugé par cette personne. Donc c'est enfin, c'est quand même plus compliqué de passer une soirée en solo avec cette personne-là. Je comprends. En fait, ce que j'essaye de faire ressortir, c'est que notre entourage, au final, il subit autant et on a tous et toutes en tant que pratiquants, vu s'éloigner des gens juste à cause de ça. Parce qu'on voit tous dans notre vie de tous les jours s'éloigner des gens parce que la relation, enfin, on a évolué dans des trucs différents, mais on a, enfin, je pense, tous et toutes pratiquants, praticiens, bref, choisissez le terme qui vous convient,
on a tous vu partir des gens juste pour cette raison-là. Oui, bien sûr. Parce que les gens sont pas prêts à accepter ou refusent du moins d'ouvrir les yeux. Donc, quelque part, on est obligé de prouver que ce qu'on vit est réel pour que les gens restent. Oui, je vois où Non, ça mais veut arriver. c'est un, non, non, c'est un axe de réflexion, vraiment. Je pense que euh, euh, je pense qu'il y a une partie de ça. Après, pour nous, c'est frustrant aussi parce que on n'a pas forcément envie d'être obligé de démontrer que c'est pas pour garder une personne dans ta vie. C'est pour moi, à partir du moment si la personne n'est pas prête à accepter ou à croire ou je sais pas quoi, et qui veut absolument que je prouve des choses, pour moi, c'est un peu, pas une perte de temps et d'énergie, mais surtout une perte d'énergie parce que euh, on n'est pas des phénomènes de foire. Enfin, c'est surtout ça qui est important de retenir. Quand on fait les lives TikTok, où bon, bah, c'est une petite minorité, mais qui sont là, où parfois tu peux avoir des questions à la con, où on te dit, bah, si t'es médium, devine la couleur de mon pantalon. Enfin, qu'est-ce que c'est, Et alors, ça a réussi. Ah, mais j'ai été clair avec lui où je lui ai dit, j'ai pas envie de gaspiller mon énergie pour ça parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui attendent derrière et qui ont des questions tellement plus pertinentes et peut-être plus intéressantes. Euh, Parce que des fois aussi, il faut se rendre compte que parfois, une phrase ou un élément qu'on va apporter en réponse à quelqu'un, grâce à ce qu'on peut ressentir, grâce à ce qu'on peut voir, euh, on peut peut-être sauver la vie de quelqu'un ou l'empêcher de faire quelque chose qui sera Oui, on a définitif. un impact. Voilà, moi j'ai des personnes qui m'ont dit merci parce que avec ce que vous m'avez dit, vous venez de me sauver la vie. Donc c'est que cette personne s'apprêtait à faire quelque chose qui, voilà, C'est lourd comme charge. c'est lourd, mais en même temps, euh, il faut réussir à ne pas se laisser déborder par ça. Parce que on n'est pas là pour sauver la Terre, ni pour je sais pas quoi. On fait ce qu'on peut à notre échelle et il faut surtout rester euh, le plus, euh, le plus humble possible, ne pas prendre la grosse tête parce que ça aussi, ça peut arriver. On le voit assez avec certains. Euh, et euh, et c'est ça qui est compliqué aussi avec nos capacités parce que pas uniquement savoir ressentir les énergies, c'est pas uniquement savoir euh, contacter tel ou tel défunt, peu importe ce qu'on sait faire. Euh, le truc, c'est de rester ancré à la réalité et surtout euh, de ne pas, euh, de ne pas oublier l'essentiel et surtout bah, de garder la tête sur les épaules. Est-ce que tu as dit que tout à l'heure, ta mère adoptive pouvait décrire des pièces, enfin, avait des capacités aussi. Est-ce que tu t'es fait accompagner par elle ou par quelqu'un dans ton éveil spirituel et dans le développement de tes capacités et la façon dont tu les présentes aux autres? Alors, euh, j'ai vraiment commencé mes débuts un peu tout seul où j'ai tapoté à droite à gauche, etc. Après, j'ai fait la connaissance d'autres personnes qui avaient des capacités où, encore une fois, je suis un peu un très très mauvais élève parce que m'accompagner, c'est compliqué parce que je reste un seul gosse et si j'ai envie de faire les choses, je vais les faire et je vais pas forcément suivre une ligne de conduite ou quelque chose parce que euh, je veux avoir ma propre façon de faire, ma propre façon d'évoluer et parce que le truc de te faire accompagner par quelqu'un, euh, il faut pas que ça en devienne
une copie conforme. Alors là où le choix du mot accompagnement était important, c'est que c'est pas on ne suit pas une formation parce qu'on est tous différents et enfin de ce qu'on en pense nous, en tout cas, je sais que là-dessus tu partages mon avis. On ne peut pas suivre une formation pour débloquer des étapes parce qu'elles sont différentes chez tout le monde. L'accompagnement, c'était vraiment un mot choisi dans le sens où c'est très différent d'une école, d'une formation. C'est où justement on va t'aider à te comprendre toi en te laissant faire tes erreurs. Donc en fait, là, tu parles plus de gens qui t'ont pris sous leur aile mais qui ont voulu te modeler plus que t'accompagner. M'accompagner à proprement parler, on va dire que quand j'ai eu des interrogations, bon, je t'ai déjà interrogé toi perso, j'ai pu interroger une ou deux personnes en qui vraiment je savais où je mettais les pieds. Euh, mais c'est vrai que le développement, pour moi, il doit vraiment se faire, euh, comme tu le disais toi, tout à l'heure, par toi-même, parce que tu peux comprendre tes erreurs que si tu les fais toi-même. Parce on aura beau te dire, fais attention, si tu fais ça, il pourrait arriver ça. Alors moi, ça le gosse, si on me dit, tu fais pas ça, le premier truc que je vais faire, c'est faire ça. Oui, mais d'un autre côté, est-ce que sans personne qui te dit rien, tu aurais développé tes capacités aussi? Parce que laisser les gens faire leurs erreurs et ramasser ou les aider à comprendre une fois qu'ils l'ont fait, c'est aussi de l'accompagnement dans ce que j'en entends moi. Après, est-ce que être seul face à tout ça et avoir personne à qui se confronter en fait ce qui se passe, ça aurait pu être une option. Alors, En sachant que tu avais ta mère qui avait des capacités et qui pouvait te guider. Est-ce que tu as eu des apprentissages par ah non, elle? j'ai tout pris dans la gueule, hein, de toute façon. Après, les apprentissages, non, j'ai pas eu de personnes à proprement parler qui m'ont dit tu dois faire ça comme ça, tu dois faire ça comme ça. Il a fallu que je bouquine, que je trouve des personnes qui m'ont conseillé tel et tel bouquin à lire, toi, tu sais, tu m'en as conseillé. Euh, mais c'est vraiment, je pense, avec la, je pense que mon accompagnement s'est fait avec ma curiosité et des personnes qui ont été là pour me répondre à certaines questions, certaines interrogations, parce que pour moi, c'est très difficile de trouver quelqu'un qui va t'accompagner. Parce qu'il faut avoir une confiance quasi aveugle en en cette personne. Ouais. Oui, Euh, après, quand tu gardes un certain libre arbitre quand même. Quand tu te fais accompagner, c'est là où c'est très différent d'une formation. La formation, euh, par exemple, pour l'extrapoler un petit peu, quand on parle de Reiki, c'est des formations où on te dit il faut faire les gestes de telle façon, voilà. de telle façon. C'est une façon de faire du magnétisme qui est codée, en gros. Et il y en a pour qui ça fonctionne, ça les aide à avancer. Il y en a pour qui c'est pas le cas. Euh, j'ai suivi au tout début des formations pour le magnétisme. Ça m'a absolument rien apporté, si ce n'est que la conviction que je dois me faire confiance et que j'ai déjà toutes les clés. Par contre, j'aurais aimé avoir un accompagnement parce que moi, je me suis tout pris dans la gueule légèrement en décalé par rapport à toi. On n'a pas évolué de la même façon et je m'en suis pris. Enfin, moi, j'ai pas eu les prémices. J'ai pas eu Ouais. il va falloir que, parce que j'avais bien enfoui. Et à ce moment-là, par exemple, je me suis dit, j'ai personne à qui parler de ça à part toi, en fait. Et quand on sait que, on est amis dans la vraie vie, et enfin, dans la vraie vie, dans la vie, dans la vie, et que je sais, par exemple, que t'es pas dispo ou machin, j'ai personne d'autre à qui, et avec qui échanger sur le truc. Et j'avoue que un accompagnement, même si perso j'estime qu'il n'est pas nécessaire et obligatoire, il est quand même super intéressant
de l'avoir, ne serait-ce que pour échanger. Et je pense que, d'ailleurs, c'est pour ça qu'en sorcellerie, on parle de coven, c'est des familles de sorcières où on nous apprend des choses. Non, mais je suis d'accord, oui. Après, l'accompagnement est quelque chose de... euh, encore une fois, je pense que c'est propre à chacun. Peut-être à sa façon d'évoluer, peut-être à sa façon de procéder. J'ai une amie chamane. Elle vit littéralement presque en recluse. Elle a fait sa formation, elle a fait certaines choses. Mais c'est vrai elle a tendance à ne pas du tout se laisser accompagner, mais ça, c'est son propre choix. Mais elle en reste. Elle s'est mise en accord avec ça, elle a évolué comme ça, elle travaille comme ça, et c'est une méthode qui lui convient. Je pense que chacun a besoin de trouver sa propre méthode pour évoluer. Dans tous les cas, pour évoluer, on a besoin d'apprendre, peu importe le support, que ce soit un accompagnement. Un bouquin, ça reste un accompagnement. Quelque part, celui qui a écrit les livres, et on en a, alors j'ai sur mon bureau, j'en ai une chier plus 12, ça reste des accompagnements. C'est ça. Voilà, c'est une version, en fait, c'est un accompagnement, c'est vraiment quelqu'un qui présente la façon dont il conçoit les choses et qui met en confrontation avec la version des autres sans jamais remettre en question leur vérité, mais tu prends ce qu'il y a à prendre et puis le reste, voilà. Je suis d'accord. Et est-ce que ça t'aurait aidé de trouver un accompagnement qui te corresponde ou ça t'aurait enfermé plus qu'autre chose? Je pense que ça aurait fini par m'enfermer à la longue. Parce que j'aime bien ne pas me sentir bridé, en fait, être surtout libre de ce que je veux faire. Parce que je veux pas me dire que je fais quelque chose parce que on m'a conseillé de le faire. Tu vois, si je juge pertinent, encore une fois, on en revient toujours à cette question de libre arbitre en soi. Euh, pour moi, c'est important. Si à partir du moment où dans ton accompagnement, tu te sens bridé ou que ton libre arbitre est plus ou moins obstrué, là, à ce moment-là, oui, il y a peut-être nécessité de faire autre chose. Mais voilà, l'accompagnement doit se faire, je pense, dans un respect mutuel. Après, pour moi, euh, j'apprends un peu tous les jours tout seul et quand ça merde, eh ben, j'envoie un message. Est-ce que tu penses que le fait d'appartenir à une lignée qui se transmet les savoirs de génération en génération, c'est donc plutôt un avantage ou un inconvénient? Euh, Encore une fois, ça va dépendre de la personnalité que tu as, en fait. Non, mais pour Euh, toi, c'est à toi que je pose la question. Moi, euh, alors c'est du 50-50 pour moi parce que autant je me dis oui, si c'est, comme tu dis, transmis de génération en génération, c'est des choses que tu vas aborder naturellement, sans difficulté, ou quelque chose que tu vas faire presque comme si tu te coiffes le matin. Tandis que de découvrir, c'est un peu, euh, je compare ça un petit peu à l'excitation du matin de Noël quand tu vas déballer tes cadeaux. Tu sais pas ce qu'il y a, tu sais pas comment ça va se passer, et justement, c'est ça ce truc qui fait que tu vas devoir l'apprivoiser, le travailler, le comprendre, et c'est ça qui fait, je pense que tu tu perfectionnes et tu l'utilises encore. Euh, Pas mieux, mais tu es plus en fusion, plus en accord. Ouais, je comprends. Il y a un avantage dans les deux, mais en le découvrant par toi-même, tu peux plus facilement le modeler à toi, en fait, et l'approfondir plutôt que de le laisser Tel quel. de faire de façon bête et méchante ce qu'on t'a appris, en gros. C'est ton Ça, petit côté rebelle. exactement. Euh,
Bon, du coup, tu as répondu à la dernière question vaste. Et avant d'entamer la dernière partie, que j'ai envie que ça devienne un rituel rigolo, je vous invite tous et tous à mettre en commentaire si vous avez envie d'intervenir sur votre façon de voir les choses, sur les gens que vous aimeriez voir dans cette émission qu'on co-animera à partir de la prochaine. On ne sait pas encore sur quelle fréquence exactement, mais ça se définira assez vite. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à écrire en commentaire ce que vous en avez pensé et vos réponses à ces mêmes questions. D'ailleurs, ça peut être très intéressant. Et on va terminer sur sur des questions rapides où je ne te laisserai pas le temps de réfléchir. Je veux que tu me répondes de façon très instantanée. J'aime beaucoup ces trucs-là. Il n'y a pas forcément de rapport à la spiritualité propre, mais ça en dit long sur ce qu'on est profondément. D'accord, ok. T'es prêt? Des capacités médiumniques, chance ou fardeau? Chance. Noir ou rouge? Rouge. Forêt ou montagne? Montagne. Lac ou mer? Mer. Méditation ou marche? Marche. Tu réfléchis un peu trop là. Nettoyage ou protection? Voyage. Ok, c'est tout pour moi. Je te remercie d'avoir participé à cette toute première. Je sais que c'est pas un exercice facile pour tout le monde, pour moi non plus d'ailleurs, hein, mais c'est un plaisir de partager cette première avec toi et de partager toutes les autres du coup. Avec plaisir, hein. Et puis, bon, moi, ça m'a permis aussi de pouvoir aussi faire partager un peu certaines choses. Et puis, si ça peut aussi permettre aux autres de mieux comprendre ce qu'on vit au quotidien, c'est un plus. Donc, on vous dit à toutes et tous à très vite et restez connectés et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines émissions. Très vite. Salut.